OK. Alors, la deuxième partie de mon exposé, c'est sur le côté lumineux de la force normative de l'OIT à l'aube de son centenaire en 2019. Rappelez-vous, au cours de mon premier exposé, je vous ai dit qu'un des problèmes ou un côté sombre, c'était cette espèce de mollesse normative qui était privilégiée désormais depuis notamment les années 90 de manière très, très claire. Il y a eu quelques conventions qu'on a réussi à adopter depuis 1990 et je voudrais voir lesquelles avec vous parce que c'est un succès. C'est quelques conventions et on va essayer d'analyser pourquoi c'est un succès et est-ce que l'OIT ne devrait pas justement prendre exemple de ces succès pour l'avenir. La Convention maritime, la Convention consolidée sur domaine maritime 2006. C'est une convention qui a été adoptée et qui a été ratifiée, je vous dirais, justement, quand je vous disais qu'il y avait une baisse de ratification, celle-ci, il n'y en a pas eu. Ça a été vraiment, ça a été très populaire auprès des États membres. Pourquoi? Bien, il y a deux choses à notre avis, puis suivant les commentateurs. La première chose, c'est que c'était une convention qui alliait autant du droit mou que du droit dur, donc autant de la soft law que de la hard law. Ça permettait justement aux États une certaine marge de manœuvre beaucoup plus facile. Et un autre aspect qui explique peut-être cette popularité de la Convention maritime, c'est que l'industrie maritime est une des plus vieilles industries planétaires et il y avait plein de normes éparpillées. Donc, ça a vraiment fait une œuvre de consolidation. Ça a permis, finalement, aux États membres d'avoir une vision claire de quel était l'état du droit en matière maritime. Ça a l'air banal à dire, mais en droit, c'est important, la prévisibilité. Donc, vous avez besoin de savoir exactement quelles sont les normes qui sont en vigueur, qui ne sont pas en vigueur, etc. Donc, je pense que cette convention maritime a eu du succès pour ces deux raisons. Une autre convention qui a eu énormément de succès, qui avait été adoptée en 1999, c'est la convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants. Pourquoi? Et là, écoutez, c'est incroyable le nombre de ratifications qu'elle a obtenues. Je pense qu'à toute fin pratique, on peut dire qu'elle est quasi universelle, hein, Claude? Alors, vraiment, sur 187 États membres, il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 3, je pense, qui n'ont pas ratifié, hein, même pas. Alors, pourquoi? Premièrement, il est évident, il y a deux choses. Il est évident que c'est un sujet symbolique qui est très, très fort. On parle des enfants. Les enfants dans tout le système des Nations unies, puis dans tous les... du moins, c'est ce qu'on espère, dans tous les pays. Généralement, il y a une bienveillance généralisée. On veut protéger les enfants, surtout contre les pires formes. Et donc ça, c'est un des aspects. C'était un sujet qui était très fort, rassembleur, fédérateur pour tous les États. Puis là, les États ne pouvaient pas dire, écoutez, moi, c'est différent dans mon pays au niveau économique, c'est différent dans mon pays au niveau culturel. Ça passait pas. Ces arguments ne passaient pas en fonction de ce thème. Deuxième argument, là, on parle de pire forme de travail des enfants. Donc, vous êtes dans le domaine de l'esclavage moderne. Vous êtes vraiment dans un domaine qui vient chercher, vous parlez de l'éthique, vient chercher la fibre morale des gens. Et c'est là que je pense que cette convention, on peut expliquer le succès de cette convention. Alors, est-ce qu'on peut reproduire? Est-ce qu'on pourrait pas justement avoir à tirer parti, à tirer des leçons pour ensuite adopter plus de conventions dans des domaines où on en a besoin? La première convention sur laquelle, à mon avis, qui a vraiment été pour moi, je pense, qui est un aspect lumineux de l'OIT, c'est la convention numéro 189 sur les travailleuses domestiques de 2011. Pourquoi? Premièrement, ça faisait plusieurs années qu'on n'arrivait pas à adopter une convention du fait du blocage, comme je vous disais, notamment des employeurs en particulier, et de quelques gouvernements, il faut quand même. Ils ne sont pas en reste. Mais on n'y arrivait pas. Et là, on est arrivé à adopter une convention dans un domaine qui, ma foi, c'était révolutionnaire qu'on réussisse à le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le domaine... Premièrement, les employeurs ont le dit en 2010, à la première discussion à la Conférence internationale du travail, ils ont dit, écoutez, nous, on est désarmés. On n'est pas habitué de réglementer la sphère intime, la sphère
vraiment priver des employeurs. On ne sait pas comment faire. On n'est pas bien avec ça non plus. Mais là, il y a eu vraiment une alliance où les travailleurs, justement, ont dit, ben raison de plus, les travailleuses domestiques. Et là, on a évoqué un peu les mêmes choses qu'on avait évoquées avec le travail, les formes de travail des enfants. Donc, on a parlé d'esclavage contemporain dans bien des cas, parce que ces travailleuses domestiques étaient complètement sous le radar. On ne sait pas ce qui se passe. Et Dieu sait qu'il y a eu... quand on savait des histoires, c'était assez horrible. Alors, on a joué sur cet aspect très, très fort, moral, de dire, c'est pas possible, ça n'a jamais été réglementé, mais il va falloir le faire. Et là, les travailleurs ont été vraiment très, très, ils se sont tenus debout. Et les gouvernements aussi les ont appuyés. Donc, les employeurs n'ont pas eu le choix. L'année suivante, en 2011, ils ont dit, on se rallie. Eux autres, ils voulaient juste une recommandation. Ils ont dit, on va y aller pour une convention et une recommandation sur le sujet. Pourquoi les travailleurs, hormis le fait que vous aviez un sujet qui était très fort, symboliquement, comme je vous disais, bon, on est proche de l'esclavage moderne, droits fondamentaux des travailleuses, domestiques, etc. Pourquoi ça a eu du succès? Parce que les travailleurs étaient alimentés par des associations de travailleuses domestiques, de travailleuses migrantes du Sud global. Donc, vous aviez, et c'est là, à mon avis, peut-être un des aspects lumineux vers lequel l'OIT va se diriger, c'est qu'il faut qu'elle sorte du tripartisme. Il faut qu'elle aille vers d'autres acteurs extérieurs à l'OIT. Il faut qu'elle sauve notamment, pas juste sur les ONG, parce que les ONG, vous avez un problème, la majorité des ONG, le siège social, il est en Occident. Donc, vous avez justement une surreprésentation des intérêts de l'Occident, là, si vous me permettez les grandes figures. Mais il n'en demeure pas moins qu'on constate sur la question des travailleuses domestiques qu'il y a eu un succès. On a réussi à réglementer la sphère privée, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire avant, à dire le foyer, hein, la résidence, votre maison, c'est un lieu de travail si vous décidez que vous rentrez quelqu'un puis vous la payez. Hein. Alors, ça devient, à mon avis, c'était assez intéressant que ça puisse... qu'on puisse réussir, et c'est grâce à l'implication des associations de travailleuses domestiques. Et ça, on l'avait vu une seule fois avant, c'était en 89, lorsqu'on a adopté la Convention numéro 169 sur les travailleurs indigènes, et où vous aviez, et là encore, il y a eu une alliance entre les travailleurs à l'OIT, à Genève, avec des Autochtones. Et là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait pousser, développer. Alors ça, c'est... et la Convention, elle a été adoptée, je vous disais, en 2011. Jusqu'à présent, elle a réussi à récolter 25 ratifications. Vous allez me dire, c'est pas énorme, sur 187. C'est pas si mal si vous regardez les autres par comparaison. Un autre aspect qui peut être lumineux, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. On a parlé, étant donné que l'OIT va avoir 100 ans, en 2019, d'adopter une autre déclaration. Une autre déclaration comme celle qu'on a adoptée en 2008, que je vous ai dit que plus personne ne s'en souvient, hormis les gens qui travaillent à l'OIT, à Genève, ou encore la convention la déclaration de 198. Et là, on parle d'en adopter une autre pour justement réitérer les valeurs, essayer de faire, en sorte un moment constitutionnel, charnière pour l'institution internationale. À mon avis, ça serait une erreur. Je pense que l'OIT n'est absolument pas prête à adopter une déclaration. Je crois que l'OIT est... Les mandants sont totalement déchirés en ce moment, même si, il y a vraiment une façade où ils disent on s'entend, ça va bien, on va souligner notre s'entend ensemble, mais ne sortez pas le champagne tout de suite parce que le sabre est peut-être pas loin. Alors, il faut vraiment, à mon avis, oublier cette idée de déclaration, mais on va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que ça va arriver. Mais une autre convention, un projet de convention qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant, c'est une convention pour empêcher le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique sur les lieux de travail. C'est commencé, ça a été discuté exactement, mais là, on a un momentum. On a un momentum, pourquoi? Parce qu'il y a eu le phénomène de dénonciation mondiale qui a été MeToo. Et ça, c'est en 2017 que ça se passe. L'OIT avait commencé
déjà à dire il faut absolument adopter une convention sur le harcèlement sexuel notamment et psychologique au travail. En 2015, elle avait lancé l'idée. En 2016, il y a eu un groupe de travail qui avait produit un rapport sur cette question, sur lequel justement, là, à l'été 2018, on a planché pour essayer d'adopter, on voudrait adopter une convention interdisant la discrimination, le harcèlement sexuel pour 2019. Et à mon avis, ça serait un signal très, très fort. Un signal très, très fort parce que l'OIT, premièrement, on montrerait son intérêt, son intérêt, ou surtout son bien fondé, je vous dirais, à l'heure où aujourd'hui, cette discussion, il n'y a aucun instrument international qui interdit le harcèlement à l'heure où on se parle. Il y a la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 qui ne parle pas explicitement de la violence faite aux femmes et du harcèlement. Donc, on en a déduit, mais vraiment, je vous dirais que c'est des interprétations de la part des organes conventionnels chargés d'appliquer ces traités qui ont fait une œuvre utile. Alors là, je crois qu'on pourrait vraiment, l'OIT pourrait marquer le coup. Quand on parle de harcèlement sexuel, c'est pas juste les femmes qui sont visées, c'est les hommes qui ne correspondent pas aux normes de masculinité, c'est les homosexuels, c'est bref, toutes les personnes. Je veux dire, ça ne viserait pas juste les femmes, mais les chiffres concernant les femmes, le harcèlement que subissent les femmes est, écoutez, majorité écrasante, là. Alors, je veux bien qu'on protège tout le monde, mais là, on vise spécifiquement les femmes. Et je pense que l'OIT n'a pas fait ce travail depuis 1919. Je pense que cette organisation, comme toutes les organisations internationales, est une organisation androcentrée. Vraiment, on lance un très, très bon message à la moitié de l'humanité, la moitié de la main-d'œuvre féminine partout dans le monde. Et j'ose espérer qu'on se dirigera vers ça. Je termine sur mon côté lumineux. Je reviens sur la crise maintenant de 2012. La crise de 2012, comme je vous disais, elle couvait. C'est pas, en 2012, c'est un coup d'éclat. Ils ont fait une espèce de petit show dramatique à l'intérieur de l'OIT. Bon, c'est parfait, hein, les milieux diplomatiques font ce qu'ils peuvent pour s'amuser. Mais ça couvait depuis, comme je vous dis, les années 90. Les employeurs étaient en position de force, les travailleurs ne l'étaient plus, et les gouvernements, eux, ben, ils jouent l'inertie. Ils vont pas bouger nécessairement. Eux, déjà, ils se plaignent qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont tellement de rapports à remplir. Et pour bien des pays, ça a l'air banal à dire, mais c'est vrai. Pour bien des pays, c'est très lourd comme obligation. Alors, donc, on avait un contexte qui faisait en sorte que cette crise a éclaté. Et là, on est encore pris avec le problème, même si on le balaie sous le tapis, mais ça va ressurgir. Moi, alors l'aspect positif de tout ça, parce que je pense que c'est une grave crise institutionnelle au plan du tripartisme, l'aspect positif, c'est que c'est les employeurs qui l'ont dit d'ailleurs. Les employeurs ont dit, nous, on sort maintenant en 2012. Pourquoi? On ne veut plus jouer le jeu parce que vous êtes en train de créer une soft law jurisprudence, une jurisprudence de droit mou, une jurisprudence qui est reprise partout dans le monde, par des organismes régionaux, par des organismes nationaux en matière de travail, des tribunaux nationaux, régionaux, internationaux, d'autres organes conventionnels des Nations unies, des traités de libre-échange où on insère les normes de la Déclaration de 1998, des accords cadres, je vois des collègues ici qui travaillent là-dessus. Bref, les normes de l'OIT, ce que les employeurs ont réalisé, c'est qu'ils ne contrôlaient pas, ils n'avaient pas le monopole sur ces normes. Les normes ont été reprises, les normes sont interprétées par les utilisateurs. C'est ça la force du droit. Moi, mon plaidoyer aujourd'hui, c'est de vous dire ça. Ça va pas très bien dans le monde, ça va certainement pas bien dans les organisations internationales multilatérales. Elles sont attaquées de toutes parts et à l'intérieur de l'OIT, ce qui est attaqué, c'est non seulement une organisation internationale et ses objectifs, mais c'est surtout d'avoir du droit pour encadrer les relations de travail. Et c'est ça qui, moi, à mon avis, c'est le danger et c'est là-dessus, mais je pense que il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous, les acteurs sur le terrain, partout. Donc, il faut faire un travail de formation des normes, il ne faut pas arrêter. Puis les gens qui sont... Moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont toujours désabusés par l'OIT, mais
vous attendez quoi, le Messie? C'est pas un Messie, c'est simplement un outil. Mais c'est un outil qui va avoir 100 ans. C'est pas négligeable. Alors, je pense qu'il faudrait, c'est à nous de l'utiliser. Donc, hein, lumineux comme terme, comme conclusion. Merci.